Ce soir, on va voir l'épigénétique. L'épigénétique est une science toute nouvelle, hein. Ça date d'il y a une dizaine d'années. Avant, on croyait qu'on vivait ce qui était écrit dans nos gènes, hein, c'est-à-dire qu'on n'avait aucune mainmise dessus, et que ce qui était écrit devait arriver. Donc, on était totalement déresponsabilisé de notre vie, puisqu'il partait du principe que tout était écrit dans nos gènes et que de ce principe-là, on n'avait aucune interaction sur notre santé et même plus loin sur notre vie, et que de ce fait, on pouvait vivre l'esprit tranquille et ce qui devait arriver, arrivait. Et avec l'épigénétique, on s'est rendu compte qu'en réalité c'est tout faux. Parce qu'on a un grand potentiel d'action sur notre génome, hein, par l'intermédiaire. L'épigénétique, c'est l'interface qui va permettre de moduler l'expression de nos gènes. D'accord ? Quand on dit moduler, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on ne les change pas. Hein. On a une palette de potentialités qui est donnée par notre ADN. Bon. Alors, dans notre ADN, on a à peu près 30 000 possibilités. D'accord ? Voilà. Parmi ces possibilités, elles ne sont pas toutes actives. Et par notre interaction, c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'épigénétique qui, elle, est activée par notre environnement et par ce que l'on fait de notre démarche dans la vie, on va pouvoir choisir dans ces potentialités, enfin choisir est un bien grand mot, on va pouvoir en activer certaines et en mettre d'autres en veille. Style de vie, alors que ce soit par le réseau social, hein, c'est pas Facebook, tout ça, hein, c'est par notre trame sociale, c'est-à-dire familiale, professionnelle, amicale, sentimentale, on influe justement sur cette épigénétique qui va pouvoir activer ou désactiver des potentialités de notre ADN. Ensuite, il y a l'alimentation. C'est un des facteurs principaux de l'activation et de la désactivation des gènes. Ensuite, il y a tout ce qui est d'ordre du stress. Alors, je vais vous donner des petits exemples pour bien vous faire comprendre comment ça fonctionne, par exemple par rapport à l'alimentation, parce que l'exemple concret, c'est toujours le mieux. Hein. Par exemple, les larves d'abeilles, elles naissent toutes avec le même ADN. D'accord ? Toutes. Voilà. Il n'y a pas de différence. Maintenant, comment fait-on une reine d'une abeille ouvrière ? Toute la problématique est là. Eh bien, c'est très simple. Si on donne à une larve d'abeille de la gelée royale, eh bien, par l'interaction de son alimentation, elle va devenir une reine. Et celles qui n'auront pas eu de gelée royale, eh bien, elles vont être des ouvrières. Après, il y a d'autres exemples dans la nature. Par exemple, certains reptiles et les tortues, leur sexe est déterminé par la température de là où ils se trouvent quand l'œuf est fécondé. C'est la température qui va définir le sexe de la tortue, par exemple. Voilà. C'est interaction environnementale sur l'ADN de cet œuf de tortue. Ensuite, vous avez d'autres exemples. Bonsoir Christine. Vous avez d'autres exemples qui sont connus aussi. Quand on donne certaines nourritures aux souris, on peut changer la couleur de leurs poils. Hein? Là, c'est pareil, c'est l'interaction de l'alimentation qui fait que, par l'intermédiaire de l'épigénétique, on va choisir un potentiel dans l'ADN qui va faire que la couleur du poil va changer. C'est aussi le cas chez les chats qui sont un petit peu tigrés, d'accord ? C'est diverses modulations
par l'épigénétique de leur ADN qui fait ce pelage un petit peu tigré. C'est aussi l'interaction de la chrysalide qui se transforme en papillon. C'est aussi par l'intermédiaire de contextes environnementaux que la chrysalide, elle va se transformer en papillon. Donc ça, c'est chez les animaux. Nous, on ne se transforme pas en papillon, et bien heureusement. Mais pour nous, c'est exactement pareil. Par exemple, il a été prouvé, et c'est très important de le savoir pour les gens qui veulent être mamans, surtout, parce que quand on absorbe une substance toxique, quand on est enceinte et les premiers temps de l'embryon, eh bien, on va donner ce message génétique à l'embryon, qui va devenir un enfant, et ceci, lui, il va le redonner au moins sur 3 générations. D'accord ? C'est clair ? Donc, vous voyez l'importance que l'on a en tant que parent. Alors, c'est vrai qu'avant qu'on connaisse l'épigénétique, on ne le savait pas, donc tout va très bien. Mais maintenant qu'on le sait, eh bien, c'est ce que je vous disais au début, on n'a plus la même responsabilité. Là, on est vraiment responsable en grande partie de ce que l'on donne à nos enfants. Après, il y a l'hérédité de l'ADN qui est transmise, mais tout ce que l'on fait quand on est enceinte, et surtout quand on est enceinte, et c'est valable aussi pour l'homme, quand l'homme il absorbe des produits toxiques et qu'il va faire un enfant, dans les spermatozoïdes, c'est comme dans les gamètes, il est porteur d'informations qui vont être transmises à l'enfant, et l'enfant, lui, va les transmettre sur 2 ou 3 générations. Notamment, il y a une étude très intéressante sur ceux qui ont malheureusement été en camp de concentration. Ils ont transmis à leur enfant un gène de stress. C'est-à-dire, ils n'ont plus une bonne gestion du stress. D'accord ? Après, il y a une autre étude aussi, mais celle-là, elle est... Quand on va plus loin dans la recherche épigénétique, il y a une étude dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'étude des personnes qui ont été enceintes pendant le blocus allemand en Hollande. Vous en avez entendu parler ? Non. Bon, enfin, ils ont fait une étude là-dessus. Ils ont pris toutes les dames qui ont été en famine pendant cette période-là, qui étaient enceintes. Alors, ces gens-là mangeaient des tulipes et des navets. C'est tout ce qu'ils pouvaient trouver. D'accord ? Voilà. Donc, ces mamans enceintes qui mangeaient ça, ils ont transmis tout un cheptel de maladies à leur enfant. Et sur 2 générations, pareil. Donc, on sait que... Là, alors, pour bien vous faire conscientiser les choses, les modifications génétiques sont héritables et irréversibles, d'accord ? Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand il y a une modulation, c'est-à-dire une erreur de la copie du code génétique dans la division cellulaire, quand il y a une erreur, elle est héritable, c'est-à-dire on la transmet, et en plus elle est irréversible. Voilà. Tandis que quand c'est une modification épigénétique, c'est héritable et réversible. C'est là où ça devient intéressant. C'est qu'on peut moduler, j'allais dire à loisir, mais c'est un petit peu exagéré, on peut moduler, suivant nos comportements, des problèmes dans notre épigénétique qui va mettre en veilleuse des gènes qui ne seront pas activés, et de ce fait, on n'aura pas le problème qui était prévu. C'est ça qui est intéressant dans l'épigénétique. Alors, comment on peut agir ? En contrôlant les facteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors le premier est toujours le même qu'on retrouve partout, on en prend de plus en plus conscience, c'est notre alimentation. Voilà. L'alimentation, comme j'ai dit à la conférence vendredi, si vous vous orientez vers une alimentation physiologique, vous avez de grandes chances de moduler votre ADN de la bonne manière, c'est-à-dire que vous allez avoir tous les micronutriments qui font que la chimie va pouvoir
allumer ou éteindre les gènes dont vous êtes porteur au bon moment. Et si vous avez une alimentation que je vais qualifier d'agroalimentaire, c'est-à-dire produits transformés, produits finis, Picard et compagnie, voilà, excusez-moi Picard. Hein? C'est bien Picard. Oui, il faut chercher, mais oui, il doit y avoir. Eh bien, vous allez empêcher le phénomène de méthylation. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et de ce fait, vous n'allez pas allumer et mettre en veilleuse les bons gènes au bon moment. Et de là va ressurgir les maladies ou les problèmes psychologiques, parce que ça joue sur tous les domaines. Alors la méthylation, c'est quoi? Alors pour faire très simple, la méthylation, c'est l'outil dont a besoin votre organisme pour activer ou désactiver les potentiels de votre ADN. D'accord? La méthylation, ça éteint les gènes. Après, il y a une autre réaction chimique par des protéines qui s'appelle l'acétylation, qui, eux, va les activer. Mais on a remarqué que là, par exemple, dans les cas de cancer, il y a un problème de méthylation. Dans les cas où les parents transmettent quelque chose de pas sympa à leur enfant, il y a des cas de méthylation non adaptée. Hein? Donc, il est important de savoir comment se passe la méthylation et qu'est-ce qu'il faut pour que la méthylation se fasse de la bonne manière. Alors, en tout premier lieu, il y a toute la série des vitamines B. C'est B12, B9 et B5, et la B3. Voilà. Bon, mais ça c'est différent. L'absorption du magnésium, c'est autre chose. Et d'autant plus que la B6, elle intervient dans le magnésium à condition que vous preniez un magnésium biodisponible, bioassimilable. Sans ça, vous pouvez prendre toute la B6 de la planète, ça ne fera rien du tout. Hormis ça, il y a... Alors ça, je vous en informe, après vous ferez comme vous voulez. Hein. Il y a une prise de sang qui existe, qui n'est pas remboursée, c'est le dosage de l'homocystéine. Voilà. Parce que quand on fait doser son homocystéine avec un H au départ, si elle est hyper, c'est qu'on n'a pas assez de vitamine B, notamment B9, B12 et B5. D'accord ? Et quand elle est hypo, c'est qu'on a le taux de vitamine B qu'il nous faut. Voilà. Donc, d'autant plus que l'homocystéine, quand elle est hyper, elle peut aider le médecin à déceler des pathologies cardiaques. Donc, sachez que ça existe. Si vous voulez savoir où vous en êtes de vos vitamines B, vous faites une prise de sang de l'homocystéine, vous demandez à votre médecin. Alors, si vous demandez à votre médecin, riche de cette expérience, il y a aussi des nutriments qui sont bien associés justement à cette méthylation, qui va de par leur composé, va la rendre efficace. Donc c'est le cacao. Alors ne vous enfilez pas des tablettes de chocolat, hein. C'est pas l'excuse, hein. Mais c'est le cacao à son état, dans son état basique. Hein. Si vous pouvez... Voilà, vous avez des fèves, c'est pas des graines, hein, c'est des fèves. C'est des fèves de cacao, donc vous pouvez prendre ça, ou du cacao à 100% de cacao, hein, mais pas la tablette avec les petites amandes et tout le sucre et tout le gras. C'est bon, hein, mais pour la méthylation, c'est pas tout à fait ça. Ensuite, vous avez le resveratrol que vous trouvez dans le vin. Là, c'est pareil, hein, c'est pas 2 litres de vin pour avoir le resveratrol. Hein. C'est 2 verres de vin dans la journée, ça va, c'est largement suffisant. Hein. Vous avez le curcuma, donc le curcuma, lui, il est passe-partout. Alors vous savez qu'il y a une polémique sur l'absorption du curcuma. Hein, il doit être couplé à de la pipérine,
c'est-à-dire au principe actif du poivre. Sans ça, il y a une très mauvaise assimilation du curcuma. Alors, maintenant, il y a un dosage, il y a un produit dont je tairai le nom, mais que vous trouverez facilement avec la description que je vais vous faire. C'est un produit qui est passé dans divers solvants qui sont non toxiques pour l'organisme et qui rendent le curcuma 80% plus assimilable. Voilà, donc vous tapez sur internet curcuma hyper assimilable et vous devrez arriver sans problème sur le dit produit. Voilà. Donc, sachant ça, ce qui est important, c'est que vous êtes, à partir de maintenant, là, de cette seconde, maintenant que vous savez un peu ça, vous êtes acteur de votre santé. Vous êtes dans la mouise. Parce qu'avant, vous pouviez faire ce que vous voulez, vous croyiez que c'était les gènes et que vous n'aviez aucune action dessus. Maintenant, c'est pas du tout ça. Vous êtes acteur de votre santé. Et non seulement vous êtes acteur de votre santé, mais en plus, si vous êtes en âge de faire des enfants, vous êtes acteur aussi de votre descendance. Comme a été acteur vos parents. Alors avant, les parents ne le savaient pas, mais sachez quand même que les parents qui se sont servis, par exemple, de contenants qui étaient porteurs de bisphénol A, par exemple, ça a modulé, de par son action, ça a modulé la prise de poids, par exemple. D'accord ? Maintenant, grâce à l'épigénétique et aux études qui ont été faites, toutes les personnes qui ont assimilé du bisphénol A, des sphalates et 2-3 autres produits, du DDT, et le DDT c'est ce qu'on épand sur les cultures, on s'est aperçu que la génération qui venait après, ils ont développé de l'obésité. Donc après, à cette époque-là, les parents, ils n'en savaient rien puisque c'était pas mis à jour. C'est pour ça qu'ils ont enlevé le bisphénol et tous ces produits-là, parce que ça a eu une action sur notre génome, et les enfants qui en ont découlé, il y a eu une grande proportion qui sont devenus obèses. Voilà. Ensuite, il y a... Vous avez compris le coût de la méthylation, c'est clair? J'ai pas bien compris, j'ai compris le principe, ça diminue ou ça augmente. Mais non, ça active ou ça met en veille? Oui, bon. Non, c'est pas pareil. Hein. C'est totalement différent. Hein. Parce que si ça diminue, que ça augmente, l'ADN, lui, change pas. Il allume un bouton ou un interrupteur à la limite, ou alors on l'éteint et ça allume la lumière ou ça l'éteint. Non, mais parce que c'est important que je vous le dis. Oui, heureusement. Vous savez que, voilà, pour vous faire une petite image, hein, par exemple, on est fait de 3 milliards 200 millions de cellules. D'accord ? Ces 3 milliards, je vais y arriver, hein, ces 3 milliards 200 millions de cellules sont recopiées dans d'autres cellules environ toutes les secondes. Vous imaginez ce que ça fait? Hein? C'est énorme. Et dans ce recopiage, hein, d'accord, ça c'est l'ADN, hein, c'est chaque fois où on a besoin d'une cellule, hein, il se passe tout ça. Donc imaginez-vous dans la journée le nombre de fois. D'accord? Donc ça fait 3 milliards 200 millions. Ces 3 milliards 200 millions sont recopiés à leur tour dans 2 cellules qui à leur tour vont en faire 4, et tout ça tout le long. Voilà, donc c'est vraiment fantastique de pouvoir imaginer ça. Et comme vous devez bien vous en douter, parfois le corps, en recopiant tout ça, de temps en temps il fait des erreurs dans la copie. Et le corps a des outils, d'accord, qui permet de corriger ces erreurs de recopie. Voilà. C'est comme un correcteur orthographique. Quand vous tapez, le corps, il reconnaît qu'il y a une erreur à tel endroit, il va la corriger.
Et s'il n'arrive pas à la corriger comme ça, il détruit la cellule qui n'est pas bonne. Et là où intervient une maladie très connue à notre époque, le cancer, c'est quand cette recopie, elle se passe mal et que l'erreur, elle reste. Et automatiquement, s'il y a une erreur dans une cellule, toutes ces cellules filles, elles vont comporter cette erreur. Et à la longue, ça va faire, c'est une image, une grosse erreur et qui va donner une pathologie. D'accord ? Donc, il est important de ne pas, en plus de ça, surcharger le corps de produits ou d'émotions qui vont accentuer ce phénomène. Parce qu'on sait, par l'intermédiaire de l'épigénétique, qu'on peut agir là-dessus. Donc, si nous, on fait des erreurs alimentaires, ça va provoquer une mauvaise méthylation. Cette mauvaise méthylation va activer ou désactiver un gène qui ne devrait pas l'être, et la cellule va en être porteuse. Et elle va la transmettre. Puisque rappelez-vous ce que je vous ai dit, les modifications épigénétiques, elles sont héritables, mais on peut les corriger. Alors que les modulations génétiques, elles sont héritables et on ne peut pas les corriger. Donc, si nous, on fait une bourde alimentaire, par exemple, qu'on se goinfre de produits raffinés, par exemple, on peut toujours revenir en arrière en réintégrant une alimentation adaptée, c'est-à-dire une alimentation physiologique, en gros. Voilà. Et de ce fait, il est important de bien conscientiser que tout ce qui est émotionnel, c'est pareil, ça agit sur notre génome. Tout ce qui est social, ça agit aussi. Et tous les contextes de stress agissent aussi. Voilà. Donc, il faut aller vivre en haut de l'Himalaya, dans une petite maison en bois avec 3 chèvres. Hein. Voilà, si vous voulez être tranquille. Non, là je plaisante, mais c'est vraiment... Il y a plein d'études qui sont faites de partout, et maintenant on est... ils sont, plutôt, moi je ne suis pas chercheur, ils sont sûrs que tout a une incidence. Et que beaucoup de maladies, de pathologies actuelles sont dues à des modifications de l'épigénétique. Hein. D'accord ? Diabète, psoriasis, arthrose rhumatoïde, et je vous en passe des vertes et des pas mûres. Toutes ces maladies sont ni plus ni moins que le résultat d'attitudes environnementales inadaptées à notre épigénome. Comment vous vous sentez ? Bien ? Bon, ça va. Bon, ensuite, c'est vrai que dans notre alimentation, il n'est pas facile de bien calculer, c'est très difficile même, à la limite, de calculer quoi manger, comment manger et tout le reste. Voilà. Alors, moi, je vais vous donner une ruse, c'est une petite astuce. Elle plaît pas à tout le monde, hein, mais je vais vous la donner quand même. Alors, vous n'allez plus chez Picard ? Déjà ? Voilà. Ensuite, vous n'allez plus à Carrefour non plus ? Très simple. Voilà. Et vous virez tous les produits qui sont préparés, cuisinés, raffinés, et ça ira déjà bien de ce côté-là, voilà. Et vous vous retranchez sur ce que l'on a toujours mangé depuis des millions d'années d'ailleurs, hein, sur le produit basique. Vous savez, quand j'ai des consultations et que je dis ça aux gens, la première réaction, c'est que eux croient que ce qui est normal, c'est Carrefour et tout le reste. C'est le plat cuisiné, la lasagne, tout ça, c'est normal. Et que de manger une pomme comme ça, c'est vraiment un truc qui date ou qui a existé il y a 3 millions d'années, mais qui je sais pas, ça ne conscientise pas ça. Donc, en réalité, la véritable alimentation, c'est la pomme basique.
Le reste, c'est moderne. C'est moderne, c'est même pas moderne, c'est mauvais. C'est cacaboudin, comme il dit mon neveu. Hein, d'accord? Donc, si vous vous contentez de produits basiques, de fèves de cacao, pas de pommes, de légumes, de tout ça, ben, vous permettrez à votre corps d'avoir une méthylation de qualité. C'est pas suffisant. Hein? C'est pas suffisant. Ça, un peu de manger sainement. Ah non, c'est pas suffisant, mais c'est déjà, je vais dire 60%. C'est déjà 60% de votre méthylation, parce que ce que je vous ai pas dit, alors je vais vous le dire maintenant, c'était fait exprès. Hein, ce que je vous ai pas dit, c'est que la méthylation, c'est ni plus ni moins que des réactions protéiques. D'accord? Donc, les réactions protéiques, elles sont en contact direct avec ce que vous mangez. Ça n'a rien à voir avec les protéines. Non, oui, c'est des protéines, mais c'est une réaction protéique. Ce sont des protéines qui se collent aux histones, si vous voulez des termes, voilà, et de ce fait, ça va méthyler ou pas méthyler, voilà. Mais en réalité, tout ce qui est d'origine épigénétique est largement influençable par l'alimentation. Et je vous le redirai peut-être encore une fois pour que ça fasse un petit trou, un petit encart dans votre cerveau, pas trou, malheur. Et parce que on est vraiment dans une démarche alimentaire qui est complètement viciée. On vous donne à manger ce qui arrange l'économie, mais pas ce qui arrange l'individu. D'accord? L'économie, l'agroalimentaire, il faut vous enlever ça de la tête, elle n'est pas faite pour vous, hein. Elle est faite pour elle. D'accord? Donc, vous consommez des produits basiques, prenez tout, basique, vous pouvez les faire cuire à la vapeur si vous voulez, parce que vous ne pouvez pas manger tout cru non plus. Un bon steak. Ah, une protéine. Moi, j'ai un petit peu avec les protéines. Ben, vous pouvez manger, je sais pas moi, des blancs d'œufs par exemple, mais pas toujours des steaks, des blancs d'œufs, un peu de poisson gras, vous pouvez manger plein de choses. Vous n'êtes pas obligé de manger de la barbaque, comme on disait vulgairement à l'époque, et voilà. Surtout que... Parce que c'est de nos origines quand même. Hein. Non, c'est vos... Ah non. 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 L'homme de Cro-Magnon, moi j'ai pas dit. Non. L'homme est un chasseur, Chasseur. Oui, c'est un chasseur, mais c'était surtout un cueilleur, hein, parce qu'il ne chopait pas un mammouth tous les jours, hein, ça je vous garantis. Hein. Vous pouvez prendre toutes les études que vous voulez, le mammouth c'était très rare. Hein. C'est pas parce qu'on vous le montre dans la guerre du feu que... Non, c'était très rare. Donc il mangeait surtout, vous savez ce qu'il mangeait l'homme préhistorique surtout? Des baies, des racines et des feuilles. Il était proche du singe pour ça. C'est la seule chose, mais il était proche du singe, d'accord? Donc on n'a jamais mangé de viande. On a mangé de la viande plus tard, quand on a mis au point des armes qui nous ont permis de manger de la viande ou quand on est devenu assez intelligent pour faire des pièges, d'accord? Mais sans ça, on ne mangeait pas de viande. Manger, je vous dis, des feuilles et des racines, hein, et des fruits quand on en trouvait. Et en ce qui concerne le sucre, ils arrivaient à choper un essaim de temps en temps pour avoir le goût sucré. Et comme le goût sucré chez l'être humain déclenche le plaisir, on a gardé ce souvenir-là. Mais maintenant, le sucre, on vous le met devant les yeux et ça coûte 3 € et vous en mettez juste là du sucre. Et c'est vrai que par nature, on est attiré par le sucre. Mais on y est attiré parce qu'avant, on en avait très peu et que ça déclenche une notion de plaisir chez nous. Mais c'était très rare, alors que maintenant, vous en avez à tous les coins de rue. Hein? Et puis là, non seulement ça empêche la bonne méthylation, mais en plus, ça vous fait des problèmes cardiovasculaires et sans compter le diabète et tout le reste. Et en plus, vous le refilez à la génération et aux générations d'après. Donc, comme ça, l'agroalimentaire, elle continue à s'engraisser puisque les enfants qu'on va faire, ils sont déjà porteurs des gènes pour aller consommer. D'accord? Donc, ça peut aller très loin. Hein. Alors, en ce qui concerne la viande, oui, vous pouvez en manger si c'est votre triple, mais vous pouvez en manger de manière raisonnable et... Voilà, mais bon. Parce que les légumes secs et les céréales, ça va. Mais dans l'alimentation physiologique, on mange ni céréales, ni légumes secs. Alors, vous voyez, là vous êtes au top. Hein. Voilà. Parce que les céréales, juste pour faire un petit écart,
car ça ne date que depuis 5000 ans. Donc le corps, il n'est pas encore adapté. Et en plus, on les a tellement modifiés qu'on ne peut plus les avaler. Le millet, je ne sais pas si vous pouvez en manger tous les jours du millet, mais bon, là, c'est pour une céréale, et d'autant plus que le millet, quand il n'est pas bio, il est arrosé pareil, hein. D'accord? Donc je vois pas l'intérêt. Le seul intérêt, c'est qu'il n'a pas de gluten, et c'est tout. Mais bon, maintenant, le gluten... Non, le quinoa c'est bon aussi, mais il n'a pas de gluten, mais c'est tout. Mais c'est pas. Et en plus, vous trompez parce que le quinoa c'est pas une céréale. Hein. Ça fait partie de la famille des épinards. Donc c'est pas une céréale, c'est une pseudo-céréale parce que ça a le même mode de cuisson. Bon, enfin, c'est pas de l'épigénétique, mais ça joue dessus. C'est quoi l'origine? Eh bien, manger basique, fruits, légumes, amandes, noix, basique. Vous pouvez manger des œufs, surtout des blancs. Le jaune, vous en mangez 1 fois sur 2. Et voilà. Et vous vivez très bien, en bonne santé, très longtemps. Vous avez de la B12 dans le jaune d'œuf pour votre méthylation. Voilà. Et vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez de la B9 aussi. Voilà. Le mode de cuisson, c'est le moins cuit possible. Alors, qui sait pourquoi la cuisson à la vapeur est plus adaptée à l'être humain que les autres cuissons? Parce que c'est en douceur, mais ça retombe de côté. Non, ça c'est beau, c'est beau, c'est une belle fontaine, mais c'est pas ça la raison. Ça garde les vitamines, c'est en douceur. Voilà, ça garde un peu plus les vitamines et... Ça perd pas les sels minéraux dans l'eau. Ouais, oui, c'est comme les vitamines, ça. Voilà. Et ensuite... La chaleur, les garde l'eau aussi. Les aliments, ça garde l'eau. Ça garde aussi l'eau, ça se déshydrate moins que par une forte chaleur, parce que plus la chaleur est forte et plus il y a perte d'eau. Et vous alors, vous avez une idée? J'arrive pas à trouver le terme. Le crier. Oui, c'est la. Je vais vous le dire après. C'est la glycation, voilà. Voilà. Hein? Non, c'est très simple. La glycation, c'est tout le marron que vous voyez sur tous les aliments. Ah oui, c'est pas bon le poulet, là, ce qu'on adore. C'est pas le brûlé. C'est la glycation, c'est les sucres qui se transforment sous l'effet de la chaleur et au contact des protéines. Voilà. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc, pourquoi la cuisson à la vapeur? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de transformation des molécules de l'aliment. Vous retrouvez l'aliment basique. Si ça ne dépasse pas 95 degrés centigrades. Au-delà de 95 degrés centigrades, enfin, prenez 99 degrés centigrades, ça ne transforme pas. Au-dessus, oui, et c'est le problème de cette satanée cocotte minute qu'il y avait à l'époque, qui soi-disant ça cuisait à la vapeur, mais trop chaud. Et il y avait transformation des molécules, parce qu'une cocotte minute, ça chauffe à 100 degrés et plus. Donc si vous voulez cuire des choses et que ça ne fasse pas de réaction épigénétique dans votre organisme, il faut cuire en dessous de 95 degrés. Enfin, 97, c'est les cuiseurs vapeur, ils sont à 97. Il n'y a que moi qui fais des trous à la chignole pour que ça soit à 95, mais sans ça, c'est 97. Voilà. Donc, partant de ce principe, la cuisson de cette manière ne va pas transformer les molécules et vous n'aurez pas un épigénétique qui va avoir une méthylation défectueuse. D'accord? Voilà. Ensuite, tout ce qui est transformé de toute manière, et même les huiles extraites à froid et tout le reste, même première ou même avant la première à froid, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est un produit d'extraction. Et comme tout produit d'extraction, il est concentré. Vous savez très bien que l'huile, c'est un concentré de lipides. D'accord? Jusque-là, c'est logique. Vous prenez de l'huile d'olive, par exemple, vous l'extrayez, et ça vous fait un concentré de lipides. D'ailleurs, si vous regardez sur la composition de l'huile d'olive, c'est marqué 99% de lipides. Il y a 0,1%, c'est un peu d'eau. Enfin, c'est de l'humidité.
Donc vous ingérez dans votre corps un concentré. Et comme tout concentré, c'est pas bon. C'est comme quand vous prenez un jus de fruits. Un jus de fruits, dans son état, même s'il est bio, même s'il est ce que vous voulez, il n'est plus dans son totum. Donc il va vous apporter un maximum de sucre en un minimum de temps et vous allez faire une hypoglycémie après. Donc les gélules, là, les compléments alimentaires, c'est pas bon. Déjà la gélule, c'est pas bon en soi. Mais attendez. Tout ce truc de complément alimentaire, c'est quoi? En grande partie, pour la majeure partie des gens, sauf cas spécial, c'est ni plus ni moins que du commerce. Parce que, attendez, en tant qu'être humain, hein, si vous mangez physiologiquement, vous n'êtes pas des sportifs de haut niveau, donc vous n'avez pas une consommation de protéines, vous n'avez pas des déchets azotés en surplus, donc vous n'avez pas besoin de détroxinase, machin. Donc vous êtes en partie des gens qui sont soit ce qu'on appelle actifs ou soit sédentaires, et une alimentation physiologique comble largement vos besoins. On dit qu'il n'y a pas toutes les vitamines maintenant, même quand c'est du bio, que ça c'était bon avant la guerre, mais maintenant... Mais non. Si vous mangez, moi je vous le dis, si vous mangez bio et physiologique, vu votre activité, vous avez largement de quoi subvenir à vos besoins, et bien heureusement, et en plus vous aurez une méthylation de bonne qualité. Mais il faut savoir structurer un repas. C'est sûr, si vous passez votre repas, vous mangez, je sais pas, une pomme, et puis vous partez, vous remangez le soir, vous mangez 2 bananes le soir, même si c'est moins mauvais que l'agroalimentaire, c'est pas équilibré. Il faut avoir des repas un petit peu structurés, de manière à donner à votre corps de la B6, de la B9, de la B12, afin que votre méthylation elle se passe de la bonne manière et que vous puissiez jouer avec vos interrupteurs de manière adaptée. De toute façon, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que nous, on ne choisit pas les gènes qu'on allume et qu'on éteint, d'accord? C'est l'intelligence de notre corps qui le fait. Lui, il sait quoi faire. Mais si on ne lui donne pas les bons outils pour pouvoir allumer et éteindre, il va faire n'importe quoi. Si on ne lui donne pas de quoi réaliser sa méthylation de manière adaptée, eh bien, il ne va pas pouvoir éteindre le gène quand il veut l'éteindre. Et à partir de ce moment-là, vous allez faire une pathologie parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il a à faire. C'est tout simple. L'épigénétique, dans sa quintessence, c'est très simple. C'est donner au corps ce qu'il lui faut pour qu'il fasse son boulot de manière optimum. Si on ne lui donne pas ce qu'il faut pour faire son boulot de manière optimum, eh bien, il vous fait quelque chose qui n'est pas adapté. C'est pas très complexe à comprendre. Hein. Maintenant, l'épigénétique en elle-même, là je vous ai fait un petit dessin, mais vous le verrez pas, mais ce que j'appelle moi les potentialités que l'on peut allumer et éteindre, ça s'appelle la chromatine en épigénétique, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Et dans cette chromatine, il y a de la chromatine dense et de la chromatine moins dense. Donc la chromatine dense, c'est les potentialités qui sont dans notre cellule et qu'on ne peut pas atteindre, parce qu'elle est dense et on ne peut pas agir. C'est ce qu'on appelait à l'époque les gènes poubelles, qui ne savaient pas à quoi ils servaient, donc les scientifiques avaient dit, ce sont des gènes poubelles, voilà. Ça ne sert à rien, de toute façon il n'y en a que 15% qui sont codants, donc le reste, ça ne sert à rien. Alors après on s'est aperçu que non, c'est un éventail de potentiels, et dans ces potentiels, la chromatine dense, on ne peut pas l'atteindre, donc c'est ces fameux gènes qui sont mis en sommeil, qui sont éteints, et dans la même cellule, il y a de la chromatine plus légère qui sont les gènes qui sont activés. D'accord ? C'est comme ça, quand on regarde au microscope électronique une cellule, on reconnaît par la densité de la chromatine les gènes qui sont activés de ceux qui sont en sommeil. Donc, on reconnaît par exemple dans une cellule son potentiel génétique. Si par exemple dans une cellule neuronale, il y a certains endroits qui sont moins denses, eh bien, on sait par rapport à ces endroits-là que ça va être une cellule neuronale. D'accord ? Si c'est l'endroit hépatique
qui est moins dense, on va reconnaître que c'est une cellule hépatique. D'accord ? Si c'est dans une cellule où c'est la partie neuronale qui va être plus légère, eh bien on sait que ça va devenir un neurone. C'est comme ça que la répartition se fait. Parce qu'à la base, toutes les cellules, elles ont le même ADN. D'accord ? Et c'est par ces zones denses et non denses qu'elles vont devenir soit une cellule épithéliale, soit une cellule sanguine, soit une cellule nerveuse. C'est par ce phénomène-là d'activation et de désactivation que la cellule va prendre sa spécificité. Voilà comment ça marche. Hein ? C'est clair ? Voilà. Donc, si on ne donne pas à notre corps ce qu'il faut, tout ça, ça fonctionne mal. Et si ça fonctionne mal, on a tous les problèmes de nos potentiels qui vont ressurgir. Et en plus, ce qui est encore plus grave, c'est qu'on va les retransmettre. Ah. Et vous soulignez que c'est modifiable. Oui. On peut intervenir à tout moment. Alors, combien de temps on peut intervenir donc, en changeant quand on change, je veux dire, ces mauvaises habitudes, ça peut se faire très vite. Quand on agit au niveau de l'épigénétique, ça va très vite. Ah. L'avantage de l'épigénétique par rapport au génome, c'est que c'est réversible. Ah. Les erreurs qui sont dans notre génome, non. On les transmet et on n'a aucun moyen de faire. Mais par contre, sur tout ce qui est épigénétique, oui. Donc, parce que vous agissez sur les protéines qui sont transcrites. On ne peut pas agir sur notre ADN, mais on peut agir sur son expression. Voilà. C'est-à-dire que notre ADN, il comporte toutes les possibilités, et de par nos agissements, on va agir sur l'expression de ces possibilités. Voilà. Et c'est grandiose, parce que on peut réguler beaucoup de choses. Sur l'ADN en lui-même, c'est les systèmes de correction dont je vous ai parlé tout à l'heure qui modulent notre ADN. Mais moi, je vous parlais vraiment de l'ADN. Quand une cellule, elle se divise pour faire un organisme, par exemple, ou pour faire un organe, tout simplement, et qu'elle commet une erreur dans la recopie de l'ADN, c'est pas dépendant de nous, hein, c'est le système cellulaire. C'est-à-dire, vous avez une cellule comme ça, d'accord, avec l'ADN dans le noyau. Tac, tac. Elle va se diviser en deux. Elle va faire deux cellules, d'accord. Et de une, pour en faire deux, il y a eu ça s'est copié. Et de deux, elle va en faire quatre, donc ça s'est copié. Et ainsi de suite. Et dans ces copies-là, notre corps fait des fois des erreurs. Mais ça, on ne peut pas intervenir là-dessus. Mais par contre, on a des systèmes innés qui vont corriger ces erreurs, et si on n'arrive pas à corriger, va détruire la cellule défectueuse. Voilà. Mais ça se passe automatiquement. On fait des cancers toutes les secondes, et seulement, tout est corrigé par nos systèmes de correction. Voilà. Maintenant, l'expression de cet ADN dépend uniquement de l'épigénétique et des facteurs environnementaux. Et par les facteurs environnementaux, on peut moduler l'expression des gènes. C'est plus clair comme ça ? Oui. Bon. Voilà. Donc, il est important d'avoir des vies, je vais dire, saines, pas monacales, hein, surtout pas, mais d'avoir des vies adaptées aux êtres que nous sommes. C'est-à-dire un stress adapté, parce que le stress est utile, hein. Le stress il n'est pas toujours mauvais. Il y a ce qu'on appelle vulgairement le bon et le mauvais stress. D'accord ? Il y a le stress adapté qui nous maintient en vie dans des situations dangereuses, et le stress inadapté qui nous met en vrac. Vous savez la différence entre les deux ? Non. Le stress adapté, c'est celui qui est uniquement en rapport de nos besoins vitaux. Voilà. Et le stress inadapté, c'est tout le reste. C'est par exemple, vous allez passer un examen, vous avez un gros stress, c'est un stress inadapté. D'accord ? Vous allez, je sais pas moi, adapter. Hein ? Voilà. Mais le stress adapté
permet d'avancer en fait. Ben, c'est ce que je vous dis. Vous avez le stress adapté qui permet de gérer ses besoins vitaux. C'est à ça qu'on reconnaît d'ailleurs un stress adapté. C'est par exemple, vous êtes en danger, ben, le stress il va vous faire fuir. Vous savez qu'il y a 3 réactions au stress. Enfin, il y a 3 manières de développer une défense. Il y a faire le mort, devenir agressif, hein, ou alors s'enfuir. C'est les trois réactions limbiques du stress adapté. Voilà. Ensuite, c'est tout du stress inadapté. Ensuite, il y a tout notre réseau social. Hors Facebook, Twitter, LinkedIn et compagnie. Hein? Réseau social, c'est notre ambiance familiale, c'est notre ambiance professionnelle, c'est notre ambiance amicale. Hein? Ensuite, vous avez tous les autres. Et il y en a une qui plaît pas beaucoup, mais bon, je vous la donne quand même. Hein. C'est une activité physique régulière. Les études qui ont démontré que les gens avaient une activité physique régulière avaient une meilleure méthylation que les autres. Voilà. Je ne vous parle pas de fonctionnement physiologique de l'activité. Hein. Je vous parle uniquement pour l'épigénétique. Ça, ils ont démontré qu'il y avait une meilleure méthylation chez les gens qui avaient une activité physique. Donc dès demain matin, short et hop. Ensuite, il y a, bon ça je vous l'ai dit, il y a aussi quelque chose qui interfère dans la méthylation, c'est les agressions, tout ce qui est agression affective. Voilà. Donc ça influe aussi énormément sur la méthylation et l'expression de nos gènes. Hein? Donc il est utile de faire très attention à tous ces contextes qui peuvent vous pourrir la vie sans que vous vous en rendiez compte. Alors maintenant, c'est sûr que vous allez me dire, oui, mais à notre époque c'est très difficile de ci, de là, mais comme disait Hippocrate, vous voulez guérir, mais ça tient qu'à vous. Hein. Parce que maintenant qu'on a le recul avec les expériences scientifiques, parce que l'être humain, il a une sale manie, c'est de croire que ce qu'il voit, ben, en réalité, quand vous lisez les écrits d'Hippocrate, il savait déjà à l'époque, il ne connaissait pas l'épigénétique, mais il savait que les contextes environnementaux avaient une énorme influence sur la santé des gens. Et d'ailleurs, quand il recevait quelqu'un, la première chose qu'il lui demandait, c'est est-ce que vous voulez guérir ? Pour que les gens deviennent responsables. Et c'est ce que l'épigénétique vous dit maintenant. Que centaines d'années après, on vous dit devenez responsable de votre santé. Alors qu'Hippocrate, il dit que ce n'était pas prouvé. D'accord ? Donc vous avez quelques questions avant qu'on bascule. Dans l'alimentation, il n'y a pas de poisson. Non, là je vous parlais que des vitamines. Ah, d'accord. Voilà. Après, si vous voulez, après on finit les questions et je vous donnerai une alimentation physiologique dans son ensemble. Mais voilà. Vous avez des questions ? La dame de chez Picard. Non, au fur et à mesure, vous répondiez aux questions. Ah oui, non, mais là, c'est juste pour le plaisir intellectuel. Ah bah c'est un grand plaisir. Mais ça vient du raisin en réalité, le resveratrol, mais il est surmultiplié quand il est macéré, qui devient du vin. Voilà. Mais vous avez comme vous dites si bien, vous avez des gélules de resveratrol en complément alimentaire, ça existe. Hein. Hormis voilà. Vous voulez l'orthographe exacte du resveratrol ? Hein ? Je vais marquer quelque part. Alors ça s'écrit R-E-S-V-E-R-A-T-R-O-L. Voilà. Maintenant avec Internet, vous avez accès à des informations à l'instant T. Il vous suffit juste d'avoir le nom et tout arrive. Oui, mais enfin, le resveratrol, si vous voulez avoir une définition du resveratrol, c'est facile. Hein. Vous l'aurez. Donc, vous avez d'autres questions avant que je passe à... Non ? Vous n'avez plus ? Plus de questions ? Bon. Voilà. Alors, maintenant, il y a
Ben, c'est un phytostérol. C'est un composé chimique que vous trouvez aussi dans le soja, ce qui donne la porte ouverte à ce que je vais vous dire, c'est merveilleux. J'ai pas fait exprès en plus. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est très performant pour la méthylation, enfin, pour votre corps et pour la bonne qualité de la méthylation. C'est le soja. Alors le soja, il a été tiré d'un côté, brûlé de l'autre, je ne sais quoi d'autre. Hein? Vous le réhabilitez. Ben, je le réhabilite dans un sens. Voilà. Sous quelle forme? Alors déjà, il faut que ça soit du soja lactofermenté. Déjà. Le miso, c'est ça? Miso ou le tofu. Voilà. Mais bon, vous avez du tofu qui est non lactofermenté. Hein. Vous savez ce que c'est la lactofermentation? Ben, il rajoute un ferment. Hein. Voilà. Donc, les derniers travaux, les dernières expériences montrent que le soja lactofermenté a une très grande portée sur la méthylation des gènes. Voilà. Maintenant, il est... Moi, j'ai lu que le soja lactofermenté n'était pas bon pour les organismes occidentaux. Parce que notre intestin n'est pas préparé à digérer ce soja. Et c'est uniquement chez les Asiatiques. Mais notre flore intestinale n'est pas bonne pour absorber ça. Alors, moi, je vais vous répondre 3 fois. Une fois par mon expérimentation personnelle. C'est à celle-là que j'accorde le plus de crédit. Puisque, voilà. La deuxième, c'est par la littérature. Et la troisième, c'est par l'épigénétique. C'est les derniers travaux. Voilà. D'ailleurs, si vous êtes très intéressé par le sujet, vous allez sur Internet, il y a l'association Ressources. Tapez Association Ressources, colloque de novembre 2015. Donc c'est très récent. Il y a un monsieur qui est un professeur belge donc de biologie, hein, qui vient faire une intervention et qui vous explique très bien le coût du soja lactofermenté. Voilà. Par contre, on en est toujours au fait que, vu que le soja contient des phytoestrogènes, hein, c'est des estrogènes d'origine naturelle, n'est pas recommandé. Il vaut même mieux, de par mon expérience, ne pas le conseiller aux dames qui ont un cancer du sein. Hein, parce que c'est un apport supplémentaire d'estrogène qui n'est pas licite dans ce cas-là. Voilà. Ça, c'est la seule contre-indication, je vais dire. C'est le cancer du sein. Et moi, je rajouterais même tout autre cancer. D'accord? Parce que on crée... Hormonodépendant. Oui. Oui. Les cancers hormonodépendants, Ouais. comme les autres. Voilà. C'est pour baisser votre libido. Non, c'est ça. Donc du coup, tous ces yaourts soja, tout ça... Ben, c'est justement ce que j'allais vous dire. On ne parle pas, quand on parle du soja dans la méthylation, on ne parle pas de yaourt, de fromage blanc au soja ou de tous ces trucs machin. Il parle uniquement de soja lactofermenté ou de miso, qui est justement d'origine asiatique. Le miso, c'est d'origine asiatique, hein, voilà. Donc, et l'autre réponse que je vais vous faire, c'est que moi je mange du soja, du tofu lacto-fermenté depuis 10 ans et que j'ai aucun problème intestinal. Je dirais même plus qu'il se porte à merveille. Voilà, donc maintenant, vous savez que chaque organisme est différent, qu'il soit asiatique, polonais ou russe, et que la seule information qui est réelle, c'est celle que vous expérimentez. Voilà. Donc si vous voulez tester le tofu lacto-fermenté et voir la réaction qu'il a sur vos intestins, eh bien, vous en achetez, vous testez, si ça passe bien, c'est que vos intestins ils le conçoivent bien. Si ça passe pas bien, c'est que pour vous c'est pas bon. C'est tout simple. Hein. Comment vous le mangez, c'est pas bon? Hein?
Comment vous le mangez? Ah, mais moi je suis un gourmand, donc j'ai mélangé le tofu avec du pesto, avec du basilic. Voilà. Ça lui donne du goût. Et ça lui donne du goût, ou alors avec des olives. Voilà. Pas de l'huile, des olives, hein. Le fruit. D'accord? Ceux qui Voilà. sont déjà parfumés, entre guillemets. Oui, vous pouvez, hein. Aux herbes. Oui, tout vous ça, pouvez. Ils sont lactofermentés, tout cela? Ben, c'est marqué si c'est lacto-fermenté. Voilà. Voilà. Parce que vous avez du nature, fait du non lacto-fermenté. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner, après avoir vu, quelques recettes de repas physiologiques. Comme ça, au moins, ça vous donnera une idée de la manière de vous alimenter la plus adaptée possible. Alors, vous savez que le matin, votre corps, il fournit du cortisol. Vous savez ça? Voilà. Donc, le matin, on n'a pas besoin de sucre, puisqu'il se réveille, le corps, il sait ce qu'il faut faire, il est sympa, il vous fournit du cortisol qui va vous faire retirer qui va vous donner du sucre circulant. Hein? Voilà. Le cortisol, je crois que c'est le truc du stress. Non, le cortisol. Le cortisol, mais il n'y a pas que... Ça ne fait pas que le stress, la cortisol. La cortisol, ça va stimuler certaines... Cortisol ou cortisol? Cortisol. Ça va stimuler... cette sécrétion de cortisol va stimuler l'insuline qui va faire débloquer du sucre et vous allez avoir du sucre circulant. Donc le matin au lever, vous n'avez pas besoin de manger de sucre. Pour au moins 2 heures après votre lever, vous êtes tranquille. Et vous commencez à manger que 2 heures après le lever. Et suivant les personnes, ça peut être 2h30, c'est pas la minute. Alors, la sécrétion de cortisol, elle dépend de quoi? Elle dépend de la chronobiologie. La chronobiologie, ce sont les cycles circadiens dont on est tous porteurs. Hein? Cycles circadiens, c'est nos cycles physiologiques qui sont régulés sur le rapport jour-nuit. C'est comme ça qu'on sait que notre cerveau sait quand il doit sécréter quoi et comment par rapport au cycle jour-nuit. Donc le matin, au réveil, hop, on sécrète du cortisol qui va nous faire une action sur l'insuline qui va débloquer du sucre circulant, et là on est tranquille pour 2 heures, pas besoin de manger. Par contre, une bonne hydratation, parce que là on a été non hydraté pendant un certain nombre d'heures et on a besoin de se réhydrater. Et l'hydratation avec de l'eau tiède a un avantage, c'est que ça permet d'enlever les glaires estomacales qui ont stagné toute la nuit. D'accord? Voilà. Donc vous nettoyez votre système digestif pendant que votre adorable corps, il va subvenir à vos besoins en sucre. Nickel. Avec un peu de citron? Si vous voulez, avec un peu de citron, mais c'est pas recommandé tout le monde, même si c'est acidifiant. Il y a des gens qui ont une muqueuse estomacale. Pourquoi tiède? Hein? Pourquoi tiède? Parce que tiède, ça dissout les glaires estomacales. Quand l'eau arrive dans l'estomac, voilà, ça se réchauffe tout de suite. Ben non, vous savez très bien que l'eau froide, par exemple, stresse la muqueuse estomacale. Et la rate, c'est pas bon. Non, la rate, ça va pas jusque-là, l'eau froide. Non, mais oui, c'est pas bon, elle aime pas le froid. Ouais. Moi, ce que je vous dis, c'est que expérimentalement parlant, dans toutes les études et dans toute la littérature, d'ailleurs même en été, on devrait boire de l'eau chaude. Oui. Parce que le corps, ce que vous ne savez pas, madame, c'est que le corps fournit un effort pour mettre l'eau à température du corps. Quand on boit trop chaud, il fournit un effort pour la refroidir. Quand on boit trop froid, le corps fournit un effort pour la réchauffer. Tranquillou. Et puis, mais oui, attendez, votre matinée, pardon. Vous passez votre matinée tranquille et vous mangez quand la sensation de faim se fait. Vous savez que les cycles de je dois manger, c'est midi, c'est une fumisterie. Hein, on mange quand on a faim. C'est social, hein. Oui, mais social, ça ne veut pas dire bon pour soi. Voilà. Donc vous mangez quand vous avez faim, si c'est midi, mais ça m'étonnerait, ça sera plutôt 14h. Voilà.
Et ensuite, si vous avez faim vers 18h, alors moi je ne suis pas trop pour ça, mais en réalité, plutôt on mange le soir et mieux c'est. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 20h30, 21h, notre organisme il se met au ralenti. Le péristaltisme intestinal, il met le pied sur le frein. Voilà. Donc, partant de ce principe, et là, ça c'est la structure des repas. Maintenant, dans le repas, le matin, vous pouvez, je vous ai dit, une protéine, des fruits et puis des graines, comme les oiseaux, des oléagineux et puis une protéine si ça vous fait plaisir, le moins gras possible. Attendez, je finis ça après. Le moins gras possible, pourquoi ? Parce que le gras est très long à digérer. Donc si vous mangez du gras le matin, vous allez mettre beaucoup d'énergie à le digérer pendant au moins 8 heures, et cette énergie, c'est celle que vous n'allez pas avoir dans la journée. Donc si vous voulez manger un peu de gras, je parle du gras animal là, le gras végétal, il se digère beaucoup plus vite. Si vous mangez un avocat, vous ne le sentirez pratiquement pas. Mais si vous mangez une raclette, croyez-moi, vous allez le sentir. C'est totalement différent. Hein. Voilà. Donc, après, à midi, vous mangez les légumes dont vous avez envie. Voilà, vous mangez... Il y avait un truc que je donnais aux triathlètes à midi, c'était une salade avec un légume cuit à côté, à basse température bien entendu, de la pomme coupée dedans et des amandes réduites au moulin à café pour en faire une poudre. Voilà. Et ça avec 2 blancs d'œufs. Voilà. Et ils se régalaient et après ils prenaient leur vélo, mon ami, ils ressemblaient à des fusées vues de loin. Voilà. Donc après le soir, le soir, il faut éviter tout ce qui est long à digérer. Pourquoi ? Parce que votre organisme, il va se mettre au repos, et plus vous mangez tard, et plus il faut prendre des choses faciles à digérer. Voilà. Donc les choses faciles à digérer, c'est toujours pareil. Hein. C'est quoi ? C'est légumes, la graisse végétale, sauf les huiles, quelles qu'elles soient. Alors, on me dit souvent une chose, ah oui, mais dans l'huile de cameline, par exemple, vous avez les oméga 3, machin. Voilà. Mais des oméga 3, vous en avez dans les graines de lin que vous passez au moulin à café, c'est pas extrait, c'est de l'oméga 3 dans son totum, et vous n'avez pas besoin d'ingurgiter de l'huile que vous allez digérer pendant 10 heures. Hein. D'accord ? Donc, essayez de faire des choses le plus basique possible. Au lieu de prendre de l'huile, vous prenez des graines de lin, des noix, des amandes. Vous avez tous les lipides de la création, en plus dans leur totum, donc qui est accompagné de... Oui, le totum, c'est l'entièreté de l'aliment, plutôt que d'en extraire une partie. Voilà. Et tout cela, ça va interagir. Parce que ce que la grande majorité des gens ne savent pas, c'est que dans un aliment, il y a tout pour que chaque composant soit le plus assimilable possible et le plus en rapport possible en quantité pour ne pas créer un déséquilibre. Voilà. Alors que quand on extrait quelque chose, forcément on n'en prend qu'une partie, il n'y a plus les autres parties qui font cet équilibre. Parce que dans la nature, tout est équilibre, hein, si vous l'avez remarqué. Voilà. Donc quand on extrait quelque chose, c'est comme si on prenait notre système solaire et qu'on enlevait la Lune. Eh bien on serait dans la mouise. Hein. Quand vous prenez un fruit, par exemple, et vous en prenez que le jus, déjà vous virez les fibres, alors qu'on sait que qu'est-ce que c'est qui fait le biotope intestinal ? C'est les fibres, hein, c'est les polysaccharides, donc ce sont les fibres qui font le biotope. Donc quand vous prenez un jus de fruits, hormis pour le plaisir, ce que je conçois très bien, mais c'est pas équilibré. Il y en a qui préconisent maintenant les jus de légumes et tout ça. Mais moi je les préconise aussi, mais dans certains cas, en plus des repas, pas à la place, en plus. Et c'est pas des jus de fruits, c'est des jus de légumes en plus. Ça n'a rien à voir. Hein. Après, vous pouvez mettre une pomme si ça vous fait plaisir pour avoir un petit goût sucré, mais voilà. Mais c'est quand même le même principe, le jus, non, de légumes. Non, je vous expliquais pourquoi. Moi, quand je suis en phase d'entraînement intensif, je rajoute des jus de légumes pour avoir un apport de micronutriments supplémentaires, parce que je n'arriverai pas à ingérer tout ce qu'il faut en assiette. Comprenez ? Donc je garde mon alimentation habituelle et je rajoute
50 centilitres de jus de légumes dans la journée pour avoir un apport supplémentaire. Dans lequel, par exemple, je mets betteraves, fenouil, carottes, et puis X épinards, et puis X trucs. Voilà. Mais c'est en plus, c'est pas comme font les stars à la télé, où elles prennent que le jus, elles deviennent comme ça, et après elles font des malaises et tous les problèmes de la création. D'accord ? Les légumes, vous les mettez dans un extracteur? Ouais. Mais moi j'ai un extracteur, ça fait déjà 15 ans. Je ne l'ai pas pris à la mode là maintenant. Alors je m'étais fait un cadeau à Noël, je m'étais pris un bel extracteur. Et oui, c'est cher et ça fait vraiment son office. Hein. En plus, j'en ai pris un avec 2 vis. Pas maintenant ils font les trucs. Hein. L'Angel. Non, son cousin, le Green Elite. Mais c'est avant l'Angel, parce que l'Angel, moi quand j'ai acheté, il n'existait pas encore. L'Angel, il est bien parce qu'il est tout en inox en plus, alors que le mien, il a quand même des parties de plastique. Enfin donc, ce sont 2 vis, mais 2 vis vraiment qui se tournent en sens une dans l'autre et qui tournent qu'à 110 tours minute, donc ça ne chauffe rien. Si vous mettez, moi j'ai mis la sonde dedans, c'est tout juste à 20 et quelques, voilà. Et équilibre positif, ce qui existait de plus. Voilà. J'ai juste une petite question, parce que moi je fais aussi du jus, mais évidemment je ne peux plus le digérer. C'est normal. Hein. Ah ouais? Oui. Parce que le jus, en réalité, il n'y a pas le totum, donc le jus c'est fait pour de courtes périodes, dans des cas bien spécifiques de dénutrition, de gens qui n'arrivent plus à s'alimenter normalement, qui ont les intestins en vrac, par exemple, donc il ne leur faut pas de fibres, donc vous leur donnez un jus. Ça leur permet d'avoir des micronutriments sans avoir trop de problèmes intestinaux. Voilà. Mais après, dans la majeure partie du temps, le jus, il n'est pas adapté. Quoi. Et je le chauffe un peu, donc c'est idiot. Ah oui, voilà, oui. Non, mais je veux dire parce que... Excusez-moi, mais c'est idiot. Parce que mon principe, et je le sens de mon corps, que j'ai besoin de boire tiède et froid, des fois ça ne va pas. Non, mais pas froid, mais moi j'ai une... Écoutez, vous ne laissez pas 2 jours. Vous savez que de le chauffer, ça perd encore plus les vitamines. Hein. Mais par contre, vous allez récupérer l'énergie solaire. D'accord ? Donc, il va venir à température correcte. Vous allez récupérer l'énergie solaire, vous allez récupérer les informations solaires et du point de vue quantique, vous allez boire ça va vous revitaliser. Ah, c'est intéressant, ouais. D'accord ? Au lieu de le faire chauffer dans la casserole où vous allez tout brûler. Non, mais même un peu tiédir. Vous mettez une flamme dessous sur un jus qui doit être pris à température ambiante. Donc, sortez-les avant. Moi, les légumes, je les sors avant de me coucher le soir et je fais le jus le matin. Comme ça, les légumes, ils sont à température ambiante et mon jus, il n'est pas froid. Et les légumes, ils ne pourrissent pas dans la nuit. Hein. Si vous les prenez dans une AMAP ou si vous les prenez dans un marché correct, les légumes, ils ne pourrissent pas dans la nuit. Hein. Voilà, par contre... Hein? Il ne faut pas qu'ils traînent trop longtemps. Enfin, des fois, ils arrivent sur les marchés et déjà... Oui, mais moi, quand je vous parle de marché, je sais d'où ils viennent et je sais quand ils sont arrivés et je sais tout ça. Maintenant, d'expérience, j'ai jamais eu un fenouil qui a pourri dans la nuit, ou j'ai jamais eu une carotte qui a pourri dans la nuit, ou je sais pas, ou des épinards. Par contre, les pousses d'épinards fanent très vite. Ça, oui. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ou même la betterave, vous savez que la betterave augmente l'oxygénation des cellules. Donc quand vous faites du sport, vous faites un bon jus de betterave, vous le mettez dans votre bidon sur le vélo et vous avez une augmentation de l'oxygénation tout le temps de la promenade. Hein? Naturel. Voilà. Est-ce que j'ai une petite question? Ah oui, mais même une grosse. Hein. Profitez. Hein. Ah oui, non, profitez pour ça. J'ai toujours entendu dire par les nutritionnistes et tout ça, bon, chacun... C'est pas mes amis, je vous le dis directement. Ouais, je suis perdu, il y a tout et son contraire. Bon, alors, que les légumes... Non, mais c'est vrai, là... Non, il n'y a pas tout et son contraire. Il y a... Il y a ce que vous expérimentez qui est bon pour vous. Voilà, c'est tout. Okay. Voilà. Alors, moi, naturellement, j'adore manger la salade, le mesclin comme ça. Avec les doigts?
Mais j'ai entendu dire qu'un peu de gras, ça permet de mieux assimiler les nutriments. Alors, le seul cas où le gras permet, enfin un des seuls cas, parce que je ne veux pas être non plus vindicatif, mais un des seuls cas où cela facilite l'absorption des nutriments, c'est avec le lycopène. Le lycopène est contenu dans les tomates, et la tomate et l'absorption du lycopène de la tomate cuite sur lequel on rajoute un peu de matière grasse permet une meilleure biodisponibilité, ou si vous préférez, d'assimilation par le corps du lycopène. Le lycopène est un antioxydant que vous retrouvez dans la couleur rouge de la tomate ou dans la couleur rouge de la pastèque. C'est pas du poivron rouge. Certainement dans le poivron rouge, mais je sais que les deux plus grandes sources, c'est la tomate et la pastèque. Voilà. Donc la pastèque avec de l'huile d'olive, c'est pas très bon. Donc préférez la tomate. Ça déshydrate la pastèque en été, quoi qu'on pense. De quoi? Oh là là. Il n'y a que de l'eau, ça ne peut pas déshydrater. Et c'est celui-là qui vend des... Comment il s'appelle? Bon, enfin, Casanova, Thierry. Non. Oh, Casas Novas, pas Casanova, c'est Casas Novas qui s'appelle, bravo. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, il s'appelle Casas Novas. Hein. Ah, pour tout. Bon, c'est ok. C'est pas Casanova, hein, c'est Casas Novas. C'est Hein. plus facile. Ah, c'est peut-être, mais c'est Casas Novas, le Thierry. Oui. Et donc, c'est lui, il y a une des vidéos qui explique que la pastèque en été, ça déshydrate. Je ne sais plus pourquoi, parce que je suis pas scientifique. Moi, je retiens juste la fin. C'est pour ça qu'il faut la prendre avec un peu de sel. Alors, Thierry, il est très gentil, c'est un brave homme, il fait ce qu'il veut, mais la pastèque, en été, pourquoi il faut rajouter du sel? Pour retenir l'eau dans les pores, pour retenir l'eau dans le corps. Parce qu'en été, on sue beaucoup, et comme on sue beaucoup, un petit apport de sel supplémentaire dans le courant de l'été permet d'avoir une déperdition hydrique moindre. Voilà. Maintenant, la pastèque ou le melon ou tous les fruits, même la tomate, sont porteurs de beaucoup d'eau. Nettoyez, et si vous le faites au moins 4 fois par semaine, vous n'avez pas besoin de faire de jeûne de ce genre d'ineptie. D'accord? Non, mais c'est très facile. Vous mangez le soir à 18h, vous remangez à midi. C'est pas... Attendez. 24 heures, c'est trop long alors. Oui. Si vous n'êtes pas entraîné, oui. Si vous n'êtes pas entraîné et que vous n'avez pas la démarche mentale avec, c'est trop long. Surtout avec une activité... À cause des maux de tête. À cause de plein de choses. Voilà. Déjà, parce que votre corps, il va se mettre en situation de stress parce qu'il n'est pas entraîné. Vous savez que le jeûne, c'est un entraînement. Hein. Vous avez des cliniques en Suisse où vous allez faire des jeûnes. Il faut être accompagné parce que toutes les réactions des gens ne sont pas identiques et la réaction au jeûne peut aller très loin. Non, puis on entre progressivement dans le jeûne aussi. Hein. C'est pas dans du jour au lendemain, je m'en peux plus. Hein. Mais vous avez des gens qui font ça. Hein. J'enlève, voilà. Non, oui, ça c'est dégressif. Mais normalement, le jeûne, c'est, on commence le premier jour par une alimentation légère, et on s'y est préparé déjà quelques mois avant. Hein, et après, on fait une alimentation hydrique, et petit à petit, on va crescendo. Mais tous les gens ne peuvent pas supporter un jeûne d'emblée comme ça. Hein. Moi, je vous dis, vous faites des jeûnes de 15 heures, 4 fois par semaine. 15 heures, ben vous vous couchez, vous vous réveillez, vous attendez 2-3 heures et ça fait 15 heures. Hein. Et c'est le jeûne le plus approprié et le plus performant. Voilà. Maintenant, vous avez des gens qui sont dans une démarche spirituelle, machin, qui font des jeûnes, mais ça c'est spirituel. On n'est plus dans les besoins physiologiques. Hein. On est dans le besoin spirituel, ce qui est totalement différent. C'est comme les gens qui se nourrissent d'énergie pranique. C'est bien, moi j'y arrive pas. Eux j'y arrivent, c'est bien. Hein? J'en ai rencontré un. Oui, ben c'est bien. Moi je dis que c'est bien, il faut des économies. Ils vont pas faire les courses. Des fois, il fait des va-et-vient. Non, je plaisante. Oui, madame. Pourquoi un extracteur et pas un broyeur? Ah, broyeur, ça n'existe pas. Il y a soit centrifugeuse. Mixeur. Ben parce qu'un mixeur, ça tourne trop vite et ça chauffe. Ça chauffe? Et puis ça laisse des fibres. Elles sont plus petites, mais ça laisse toutes les fibres. Ah, et pourquoi vous ne les prenez pas les fibres? Ben parce qu'à ce moment-là, on ne prend pas un jus. Vous mangez normalement. Vous mangez une soupe, c'est pareil. Oui.
Ben, vous mangez une soupe, c'est comme ce que vous appelez vous un broyeur, un mixeur. Oui. Ben, vous mangez une soupe, mais bon, vous avez les fibres. Oui, mais quand je me fais un jus, moi je mets, 2-3 fruits ou la moitié de fruits, j'ai tout comme ça. Oui, mais c'est plus un jus. Et ça s'appelle pas un jus. Non, ça s'appelle un smoothie ou une soupe. Pourquoi vous buvez le jus et pas le smoothie? Ben, parce que le jus, il n'y a plus de fibres. Oui, mais pourquoi vous éliminez les fibres? Ben, parce que je veux un apport supplémentaire de micronutriments sans augmenter la charge intestinale. Ah, d'accord, ok. Parce que si je mange ma ration que je mange d'habitude et que je rajoute une bassine de soupe, l'intestin il va exploser. Hein. D'accord? Alors qu'en prenant le jus, j'ai le même avantage que la soupe, mais sans les fibres. Parce que en plus, moi, quand je fais des jus, mon extracteur, il est fait déjà avec presque plus de fibres, et en plus, je le passe. Avec la mousseline, là? Ouais, je le passe, je le mets dans un genre de moustiquaire beaucoup plus petite, et comme on fait la soupe de poisson à Nice, pareil, oui. Exactement pareil. Voilà. Et ça, il n'y a plus de fibres du tout, et ça passe très vite. Et je l'ai directement quand j'en ai besoin. Voilà. Et dans les gélules qu'ils font, ils font ça alors, mais ils prennent que le jus et... Dans les gélules? Oui, les gélules compléments alimentaires, quand on prend des gélules de ceci, ça... Alors, là, il y a tout. Hein. Ah, ils mettent tout. Si vous prenez des gélules, je sais pas moi, de cassis, il y aura le cassis entier, il n'y a pas de jus dedans. Pas le jus, Non. Vous avez d'autres questions? Le soir, qu'est-ce qu'on mange d'autre? Vous avez dit légumes, pareil. Rien le soir, on se nourrit de la lune. Non, le soir, tout ce qui se digère rapidement. Voilà. Si vous mangez plus tôt, vous pouvez manger un petit peu plus conséquent, je vais dire. Si vous mangez à 18h ou 18h30, voilà, vous pouvez manger des graisses, vous pouvez manger des trucs comme ça. Si vous mangez à 20h30, 21h, là, le péritaltisme, il est déjà au sommeil. Hein. Donc, si vous mettez des graisses, vous allez les garder, elles vont stationner, elles vont descendre tout doucement, et si vous mangez des protéines, alors c'est encore pire. Voilà. Les fruits, on n'a que le matin, que des légumes. Il vaut mieux parce que pour les gens qui ne sont pas très actifs, après 15 heures, ça fait du sucre dont vous n'allez pas vous servir. Donc vous allez le stocker. L'insuline, elle va se mettre au milieu, et comme l'insuline, elle se met au milieu, ça va faire un stockage. Et le stockage, vous les mettez autour des hanches. Et pour mettre le maillot de bain, l'été, c'est ennuyeux. Bon, l'hiver, ça peut réchauffer, mais l'été, c'est ennuyeux. Et le soir, il faut éviter les crudités? Non, vous pouvez manger des crudités. Hein. Le soir, il vaut mieux éviter les huiles. Les huiles, le soir, c'est très lourd. Et les protéines grasses, donc la viande rouge et tous ces trucs-là. Dans la chronométrie, Chronobiologie, pas la chrononutrition, c'est différent. Ah, c'est bon, là. Bon, enfin, bref. Ah oui, d'accord. Parce qu'eux, ils disent de prendre des oléagineux le soir. Vous pouvez manger des amandes le soir, ça ne vous tuera pas, hein, ça c'est sûr. Des cacahuètes avec l'apéro, c'est pas mal. Si elles sont pas salées, hein, si elles sont pas grillées et pas salées, pourquoi pas? Mais si elles sont grillées et salées, elles sont grillées et salées? Non? Pour l'apéro, oui. Pour l'apéro, alors je mange de la soca, moi. Oh, c'est bon. Des chips de soca. Ah, des chips de soca. Ah oui, c'est pas pareil. La soca passe. Ouais. Mais bon, après, chacun il fait ce qu'il veut. Moi. Bah ouais, non, mais je connais, j'en ai goûté des chips. Parce que moi, j'en mange pas, mais je goûte. Hein? Moi, je préfère la soca. La soca. Voilà. C'est ça alors la soca. Hein? Oui, mais c'est un peu gras. Moi, je la fais moi, donc elle est beaucoup. Voilà, mais la soca que vous allez. Non, il y en a une qui est bonne. Vous savez où elle est bonne? Oui, chez Pipo. Mais sans ça, vous allez au cours Aléa, certains matins, pas tous les matins, tout au bout où il y a la pendule, il y a un petit chariot rouge. Ah, Teresa. Non, pas Teresa. Au fond, là où il y a la pendule au cours Aléa. Vous avez vu la pendule?
Ben juste sous la pendule, vous avez un chariot rouge avec une dame, une niçoise. Voilà, elle fait pizza, puis saladière et soca. Et une tourte à des blés, vraiment d'enfer. Bon, enfin, pas très diététique. En haut, au fond, hein. La pendule, elle est au fond, hein. Ouais, mais le fond, ça dépend si on vient de l'Est. Là où il y a la pendule, la pendule, elle est au fond. Vers le château. Voilà, vers le château. Vers la chaîne des bâtisses, vers le tribunal, vers le tribunal, non, pas le tribunal. Non, vers le château. La chapelle des pénitents. Bon, juste un petit mot pour vous dire quand même que l'épigénétique, ça va quand même changer la vision de la médecine dans les années à venir. On va pouvoir faire de la prévention. Ah oui, mais bon, ça va nous arranger, nous, de l'autoprévention et être beaucoup plus acteurs de sa santé que ce que l'on est maintenant. Parce que là, on est tous des gens qui sommes conscients, de première vue en bonne santé, malgré peut-être chacun un petit truc, mais voilà. Mais quand vous tournez un peu, vous vous rendez compte, et surtout dans la population jeune, qu'il y a de plus en plus d'obèses, il y a de plus en plus de diabète de type 2, de plus en plus jeunes, hein, il y a de plus en plus de problèmes psychologiques, hein, de problèmes de concentration chez les jeunes à l'école, c'est parce qu'ils bouffent trop de sucre. Hein. Trop de sucre, vous avez des moments d'hypoglycémie réactionnelle, et vous n'avez plus aucune attention, vous n'avez plus de speed, plus rien, hein, d'accord ? Donc, et quand vous allez dans les écoles, moi j'interviens dans les écoles, et je peux vous dire que c'est catastrophique, hein. Des petits gamins, c'est à 90% les Kellogg's, les machins au chocolat, et à 10h ils sont tous comme ça, hein, d'accord ? Et en plus, avant d'être comme ça, ce sont des hyperactifs. Parce que ça dérègle leur métabolisme. Alors, ils ont des moments d'hyperactivité et après, pouf, il n'y a plus personne. Voilà. Et en même temps, ça rend agressif, le sucre. Hein. Les hyporéactionnels, tout le temps, comme ça rend agressif. Donc, la population jeune, elle est vraiment maltraitée par toute cet agroalimentaire qui pense qu'à s'en mettre dans les poches. Hein. Donc ça devient vraiment gravissime. Hein. Mais pourtant le gouvernement il avait interdit les... Le gouvernement il marque en dessous les grosses images de McDo, il marque essayez de manger ni trop gras ni trop sucré, c'est mauvais pour la santé. Non, mais les machines elles étaient interdites. Quelles machines? Les machines pour acheter des barrettes de chocolat et choses comme ça. Oui, mais ils se goinfrent de céréales hyper sucrées au petit déjeuner le matin. Alors, et en plus, ils partent avec ça, et c'est même pas ni accompagné ni de graisse, ni de protéines, rien. C'est juste le lait qui est hyper sucré, puisque le lait, ça contient du lactose. Le lactose est un sucre. Donc c'est sucre, plus sucre, plus sucre. Et caché, c'est ça, hein. Vous lipides, voilà. Moi, après, par rapport à l'huile, je préfère les oléagineux à la place de l'huile. Ou l'avocat. Voilà. Mais je fais pas les oléagineux et l'huile. Parce que ça fait le même emploi. Donc c'est soit un, soit l'autre. Oui, après il faut pas être Stakhanovitz de la nourriture. Si vous voulez mettre un peu d'huile d'olive sur votre avocat, c'est pas ça qui va vous tuer, hein. Il vaut mieux un peu d'huile d'olive sur son avocat que de la mayonnaise sur son McDo, hein. D'accord ? C'est différent, hein. Voilà. Donc de l'avocat de l'huile sur l'avocat, oui, c'est très bon en plus. Avec une bonne huile d'olive, c'est très bon. Ah oui, le fromage, tout ça, vous êtes contre ? Ça existe, ça ? C'est quoi le fromage ? Hein ? Ben, le fromage, ça sert à rien. Le fromage, c'est... Alors déjà, le fromage, à l'heure actuelle, hein, pas avant, mais maintenant. Le fromage, c'est du lait. Donc si c'est du lait, il y a des antibiotiques, il y a des pesticides, c'est pareil, hein. C'est pareil. Et j'en mange pas. Mais par contre, je mange des brocolis, je mange des épinards, je mange tous les légumes de la création et tous les fruits de la création et tous les oléagineux de la création.
Mais des avocats, des machins, des trucs, mais je mange pas de produits laitiers, quels qu'ils soient. Moi, je balance des céréales avec je balance souvent pour les enzymes et tout, entre les yaourts et... Mais c'est une inertie. La flore intestinale, elle se fait, le biotope intestinal, il se fait avec les fibres. C'est les fibres qui font le corps humain dans des situations normales de personnes actives normalement. Il n'y a pas lieu de rajouter 50 000 choses. Hein. Vous mangez normalement, et si vous mangez physiologique et bio, alors le bio, c'est plus du bio d'avant, il ne faut pas rêver, hein. L'eau, elle n'est pas bio, machin, elle n'est pas bio, mais voilà, mais ça enlève tout ce qui est rajouté. D'accord ? Et de ce fait, déjà, vous enlevez pas mal de poison. Maintenant, si vous mangez correctement, vous avez besoin d'une alimentation ni hyper protéinée, ni hyper supplémentée, ni hyper. Maintenant, vous pouvez vous supplémenter de manière naturelle. Et ça, un jour, un jour, je fais une conférence sur la supplémentation naturelle. Tiens, et vous verrez que vous n'avez pas besoin d'acheter de produits, vous n'avez pas besoin de rien. Vous avez juste besoin de savoir certaines choses. C'est tout. Voilà. Non. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça ne m'est pas adapté. Et puis, deuxièmement, les céréales actuelles, elles me ballonnent. Si vous mangez du pain, vous vous retrouvez avec un bide comme ça au bout de 2 heures. Donc, c'est pas mon truc. Hein ? Non. Ça va être à temps. Je ne mange plus de céréales. Le soja, c'est fait à base de lait ou que du soja ? C'est que du soja, mais c'est beaucoup moins bon que le soja lactofermenté. Ouais. Et si on mélange les deux ? Ah, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Par contre... Pour la faim, pour manger plus de légumes, plus de noisettes, plus d'amandes. Que ça. Moi, le matin, je mange par exemple une pomme. Je dois manger 200 grammes d'amandes et de noix. Je mange 2 bananes, un avocat, et puis j'ai pas faim. Après, je pars à vélo, je vais rouler 4 heures ou 5 heures, et je rentre, j'ai pas encore faim. Je m'étire, tout ça, et après je mange. Et je suis pas affamé. J'ai largement avec le glycogène musculaire, c'est 72 heures. D'accord ? Donc vous utilisez dans vos muscles ce que vous avez mangé 72 heures avant. Voilà, c'est tout. Donc vous n'avez pas besoin de vous goinfrer avant de partir faire du sport pour vous dire, tiens, je vais avoir de l'énergie. C'est une fumisterie, puisque l'énergie, c'est le glycogène musculaire. Maintenant, suivant la longueur et l'intensité du sport, vous pouvez avoir ce qu'on appelle du sucre adaptatif pendant l'effort, qui va vous permettre d'économiser votre glycogène musculaire. Donc, par l'absorption, ce qu'on appelle d'un ravito vulgairement, vous allez économiser votre glycogène musculaire par un apport adapté pendant votre effort. Voilà, par un petit apport de sucre pendant votre effort. Donc c'est le moment de boire un bon jus de pomme, voilà, un apport de sucre qui va vous faire économiser vos réserves. Si l'effort dure plus de 2 heures, s'il est inférieur à 2 heures, ça ne sert à rien. Et les pâtes, les pâtes, c'est des céréales, donc j'en mange pas non plus. Hein. Ah, le riz, vous en mangez ? Non plus, non. Non, j'en mange des fois. Bon, je suis invité chez des gens. Je fais pas le zazo. Je veux pas ci, je veux pas ça, je veux pas ça. Hein. Je mange ce qu'il y a. Voilà. Mais c'est vraiment occasionnel. Des fois, je mange une pizza, mais c'est vraiment quand je vais chez quelqu'un, il fait une pizza. Bon, je vais pas lui dire j'en veux pas, fais-moi. Vous n'êtes pas malade après ? Non, je suis juste un peu ballonné, quoi. Mais ça passe. Voilà. Par contre, j'enlève le fromage dessus la pizza.